De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'International, 9e saison, 14e ville, 15e heure de direct pour la saison 2015. Et bien évidemment, nous arrivons à Melbourne, en Australie. Et pour Melbourne, j'ai sur ce plateau deux invités. Sébastien Hurtaud, bonjour. Bonjour. Et François Gox, bonjour. Bonjour. Et j'ai bien évidemment, via Skype, notre ambassadeur de France en Australie, Christophe Lecourtier. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes là ? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous via la technique. Alors, monsieur l'ambassadeur, un peu de chiffres, un peu de présentation de la présence française en Australie et à Melbourne plus particulièrement, si vous le pouvez. Oui, alors, c'est une présence française qui augmente assez fortement depuis une dizaine d'années. Elle croît d'environ 10% par an, ce qui est considérable compte tenu de la tradition française qui n'est pas une très forte tradition d'émigration, ni en Australie, ni ailleurs. À ça, des raisons évidentes. L'Australie, c'est le pays de l'OCDE qui va bien économiquement depuis 25 ans. Ils n'ont eu aucune année de crise économique depuis 25 ans. C'est un art de vivre, un mode de vie qui, évidemment, fait beaucoup d'envieux. On ne travaille pas excessivement, on profite du beau temps, de la plage, des bières, du barbecue. Et puis, c'est aussi un pays, en tout cas jusqu'à ces dernières semaines, où les questions de sécurité ne se posaient pas tout à fait de la même manière qu'en Europe, que ce soit la sécurité des biens ou des personnes, et puis évidemment, pas non plus les questions de terrorisme. Alors tout ça évolue pas forcément dans le très bon sens, mais c'est ça qui justifie que depuis une dizaine d'années, il y ait beaucoup de Français. C'est plutôt des jeunes, plutôt des gens diplômés, plutôt des gens entreprenants et même entrepreneurs. Et cette communauté, elle est aujourd'hui officiellement de 25 000 Français, dont à peu près 20% à Melbourne, mais en réalité, elle est probablement 3 et peut-être même 4 fois plus importante parce que, compte tenu de tout ce que j'ai indiqué, en particulier la sécurité, les Français oublient peut-être parfois, en tout cas souvent même, de s'inscrire au consulat et donc on n'a pas forcément une identification aussi précise que possible des Français qui sont sur le territoire. Donc peut-être 80 000 Français en réalité. Et puis chaque année, vous avez environ 25 000 jeunes qui viennent avec un statut très spécial qui peut-être à concerner vos invités, en tout cas qui est très célèbre maintenant parmi les jeunes Français. C'est le statut de visa vacances-travail qui permet de rester 1 an, voire 2 ans dans le pays et de travailler tout en se baladant. C'est quelque chose qui permet à l'Australie de bénéficier d'une main-d'œuvre abondante et enthousiaste pour travailler dans des restaurants, des bistrots, des services en général, parfois aussi dans l'agriculture. Et puis c'est pour des jeunes venus d'Europe l'occasion de se frotter au rêve australien et pour beaucoup d'essayer d'y rester, même si c'est légalement extrêmement difficile. Merci monsieur l'ambassadeur de cette présentation. Et en effet, comme vous l'avez indiqué, on aura sur le plateau des représentants de ces allers-retours de Français en Australie. Alors on va aller interroger Caroline Norbusson qui réside à Melbourne au sujet du visa vacances-travail. Bonjour Faris, c'est Caroline, j'ai 23 ans, ça fait 5 mois que je suis à Melbourne. Et je suis venue en visa vacances-travail qui est très facile à avoir. Il suffit d'à peu près 45 minutes. Il n'est pas très cher, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français à Melbourne. Donc c'est un visa d'1 an, extensible à 2 ans si on travaille 3 mois, donc 88 jours, dans les fermes ou alors dans la construction. Les visas vacances-travail, c'est vraiment très bien en tant que voyageur, très facile de trouver du travail, etc. Mais après, ça limite beaucoup, car en tant que backpacker, on a une très mauvaise réputation. On s'en va très rapidement, on vient, on va, voilà, il n'y a pas vraiment d'engagement. Et du coup, on est un peu limité par ça dans le travail, car effectivement, c'est beaucoup de ce qu'on appelle de l'hospitality, c'est-à-dire de la restauration.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. François Gox, on va réagir à cette vidéo, mais d'abord, donc vous êtes professeur à l'université, vous avez passé une grosse partie de votre vie à Melbourne. Vous pouvez vous présenter en quelques instants, enfin en Australie, pardon. En Australie, oui, je suis plus connaisseur du Queensland précisément que de Melbourne, mais j'ai habité, étudié, travaillé pendant des années, notamment en tant que consultant puis en tant que professeur en Australie, avant de passer par la Chine et de revenir aujourd'hui en France. Un professeur globetrotter. Voilà, exactement. et Sébastien Hurtaud, vous êtes un globetrotter, mais chef d'entreprise. Donc, oui, avec un passé en Australie aussi, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en fait, j'ai acheté une marque en France que j'ai voulu exporter, implanter donc en Australie, plus précisément à Perth, dans le Western Australia, dans le secteur de l'alimentaire hospitality, ce que disait la jeune demoiselle tout à l'heure. On va dire sur l'aspect plus alimentaire, fast-food, green. D'accord. La green attitude. Voilà. Avec une difficulté un peu complexe. Oui. On reviendra dessus dans quelques instants. Oui, alors François, ce fameux visa vacances-travail et l'ensemble de la démarche pour aller sur place. Alors, je pense que, comme le disait l'ambassadeur de France en Australie, il y a de plus en plus de Français qui veulent aller visiter ce pays, au moins en vacances, et éventuellement rester sur place pour pouvoir y travailler. L'Australie a fait beaucoup depuis quelques années pour encourager ces visiteurs. C'est depuis très longtemps que des pays comme des ressortissants de pays comme l'Angleterre ou les pays d'Europe du Nord vont en Australie pour passer des vacances et notamment pour ramasser des fruits ou faire d'autres petits jobs d'été, comme on dit en bon français. Et je pense qu'on voit effectivement de plus en plus de Français maintenant qui ont des expériences de ce type. En Australie en général, dans le Queensland en particulier. Sur les visas en général, comment vous pouvez essayer de nous dresser un portrait un peu rapide, même si c'est extrêmement complexe? Alors, il y en a effectivement énormément de sortes. Beaucoup de Français, je pense, vont en Australie aujourd'hui par ce qu'on appelle ces Working Holiday Visas, donc des visas vacances-travail. Vous avez aussi des visas spécifiquement pour faire des affaires, des visas d'études, des visas de toutes sortes. On a justement Monsieur l'ambassadeur qui veut bien réagir au sujet de ces fameux visas. Monsieur l'ambassadeur, si vous m'entendez, je vous en prie. Oui, je vous entends. Non, mais je corrobore ce qui est dit. L'Australie, c'est un pays par définition d'immigration. Il y a 200 ans, il y avait presque personne. Enfin, je mets de côté évidemment les aborigènes, ce qui est un autre sujet. Mais la population du pays s'est faite par étapes successives avec différentes vagues d'immigration. Aujourd'hui, 40% des gens qui vivent à Sydney, qui est la principale ville du pays, avec Melbourne, ne sont pas nés en Australie. Et les flux d'immigration principaux aujourd'hui sont des flux d'immigration asiatiques. C'est la communauté chinoise qui est la plus importante, suivie par la communauté indienne, et puis après des communautés d'Asie du Sud-Est. Donc, pour se développer, l'Australie a besoin de l'immigration, mais évidemment, elle mène une politique d'immigration choisie qui lui permet, comme son nom l'indique, de déterminer chaque année les besoins en termes de profession de l'économie du pays, de la société du pays, donc des informaticiens, des consultants, des dentistes, enfin ça change chaque année, et d'aller chercher à l'étranger, en Europe ou en Asie, les compétences nécessaires. Puis après, il y a ce que disaient vos invités, effectivement, des visas d'étudiants. Pour l'Australie, elle vend ses services d'éducation, elle gagne beaucoup d'argent en faisant venir des étudiants étrangers. Tout à fait. Voilà, c'est le deuxième ou troisième poste dans sa balance des paiements après les produits miniers. Donc ça compte beaucoup. Et là encore, c'est lié à l'immigration, d'une certaine manière. Merci, monsieur l'ambassadeur. On a justement Véronique Lejal, qui est une Française qui réside à Melbourne, pour nous parler du visa 457.
bienvenue à Melbourne. Immigrer en Australie a été pour nous, comme pour d'autres, un parcours du combattant. Chaque cas est différent et vous avez une multitude de visas avec les obligations et des conditions à remplir, comme l'âge, comme les professions qui doivent correspondre aux besoins de l'État et bien sûr un niveau d'anglais correct. Nous sommes arrivés en septembre 2009 avec un visa de travail 457, valable 4 ans. L'entreprise sponsor devait justifier que le poste de mon mari ne pouvait être pourvu par un local, plus dossier administratif pour eux et pour nous, et nous devions avoir également une assurance maladie pour la famille. 1 an après, nous avons décidé de demander un permanent visa. L'entreprise devait justifier une nouvelle fois l'embauche de mon mari, dossier administratif pour les deux. Nous devions fournir une attestation comme quoi nous n'avions pas d'antécédents judiciaires, nos parcours professionnels depuis le bac. Nous devions également passer des tests d'anglais avec 4 parties, du writing, du speaking, du listening et du reading. Nous devions avoir 6 chacun à chaque examen sur une échelle de 9. Nous devions également fournir la liste des pays où nous avions séjourné. Mais 1 an après, nous avons eu notre sésame, notre passeport pour vivre en Australie. Nous avions atteint un rêve et ça n'a pas de prix. Pour immigrer, c'est possible si vous rentrez dans les critères, mais vous devez faire preuve de patience et de pugnacité. De retour sur ce plateau de TV5 Monde. Alors, une réaction, Sébastien, parce que je voyais réagir à l'intervention de Véronique en direct. Oui, en fait, vous avez vécu ça. Oui, tout à fait. C'est un petit peu le même principe pour l'obtention d'un... Alors nous, c'était un business visa. Parce qu'en fait, quand vous faites une demande pour immigrer en Australie, vous devez rentrer dans un espèce de profil. Ce que nous expliquait monsieur l'ambassadeur, justement, oui, c'est ça. Et François. Et donc nous, pour notre cas, notre profil correspondait en plus à un État. Donc on peut pas non plus aller n'importe où. Bon, après il y a une histoire de moyens parce que on va parler tout s'achète sur l'aspect financier, c'est ça. Et c'est vrai que c'est exactement ce que dit la personne. Nous, ça a été à peu près 2 ans pour l'obtention de ce business visa. On est obligé de construire un business plan pour obtenir un sponsorship. Et ce sponsorship, après, nous permet d'obtenir un visa. Mais sans ça, on peut pas payer non plus simplement le visa simplement. Alors, pour revenir un peu sur votre expérience, donc vous aviez pris une master franchise, en gros, pour résumer. Une licence de marque, une licence de marque. Ouais. Et vous avez voulu vous installer sur place et vous avez perdu votre franchiseur. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Enfin, pourquoi comment vous vous remettez de cette expérience ? Donc, on a toujours notre visa qui est encore valable pendant 3 ans. J'ai encore la marque là-bas, donc je suis en train d'analyser les possibilités pour relancer là-bas. C'est un peu compliqué. Il a fallu que je revienne en France pour régler quelques problèmes juridiques, on va dire, contractuels. Mais une belle expérience. J'ai surtout bon espoir de pouvoir relancer en Australie. Non, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est aussi pour nos chefs d'entreprise qui nous regardent. C'est pas parce que on a eu un problème que les choses sont plus complexes qu'ailleurs. Elles se sont plutôt. François a envie de réagir. Oui, je pense que les choses sont finalement assez normales, ou c'est peut-être d'une façon un peu décevant, mais l'Australie est un pays normal, un pays où les affaires ne se développent pas miraculeusement non plus, où il faut avoir un business plan sérieux, faire une étude de marché, etc. Il fait certes très beau, la vie est certes très agréable, voilà. Mais le monde des affaires est aussi brutal qu'ailleurs. Absolument. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Et sur la notion, alors justement, est-ce qu'il y a des secteurs plus porteurs que d'autres, François ?
Alors, il y a régulièrement des rapports qui sont émis par le gouvernement australien ou par les autorités françaises d'ailleurs sur le sujet. Généralement, on distingue 5 grands secteurs prometteurs qui sont l'agrobusiness, le tourisme, l'éducation internationale, on en parlait il y a un instant. Avec monsieur l'ambassadeur. Absolument. Le gaz, le développement de gaz et la gestion de fortune. Puisque les services bancaires, ne l'oublions pas, sont également peut-être assez loin de l'image qu'on a de l'Australie, d'un pays essentiellement ferme du monde et aux ressources naturelles, mais également un pays très fort au niveau du secteur tertiaire et notamment des services bancaires. D'accord. Dans votre expérience, cher Sébastien, vous avez sur les secteurs... alors vous aviez dans le food, vous étiez plus. Oui, non, mais je. Vous corroborez. Oui, tout à fait, parce que sur c'est ce qu'on dit, le pétrole, l'oil, le gaz et le secteur minier. Bien que le secteur minier actuellement est légèrement en baisse. En modestie. Oui, légèrement. Mais le pétrole et le gaz sont effectivement des secteurs qui sont, qui extrêmement fonctionnent bien. à développer. Merci beaucoup. Petite page de publicité, on se retrouve dans quelques instants. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. De retour sur le plateau de TV5 Monde, 24 heures chrono de l'International pour Melbourne. Alors, on parle de Melbourne, mais on parle aussi de l'Australie. Vous étiez à Perth, mais l'Australie, c'est vaste. Et vu de la France, on cite toujours 2-3 villes, mais il y a des régions, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, vous, pourquoi Perth comment, votre vision, justement, de ces régions australiennes? Vision, c'est complètement oui, et c'est surtout complètement différent. Chaque région a son identité propre. On dit que Melbourne, c'est par exemple, en parlant de Melbourne, c'est l'Europe. C'est la plus européenne. Oui, c'est une vision européenne. Sydney, on pourrait dire que c'est l'international, le petit New York entre guillemets. Après Brisbane, on le laissera. Voilà. Perth, là, on est un peu dans le Far West. Entre guillemets, on est au milieu du désert, on est en bord de l'océan Indien, mais il n'y a strictement rien autour. C'est-à-dire qu'on a peur. C'est le plus éloigné de tout. Oui, c'est la métropole la plus éloignée au monde, dans le pays par rapport à ces villes sœurs, si je puis ainsi dire. Mais après l'identité, non, c'est vraiment, il y avait vraiment des grandes différences entre les régions, François. Complètement. Pour parler du Queensland, qui est la région que je connais le mieux, l'image qu'ont, je pense, la plupart des Français du Queensland, c'est celle de l'état du soleil ou de la grande barrière de corail, des kangourous, etc. Alors, c'est ce qui est tout à fait vrai. Il faut savoir tout de même que l'image du Queensland, en particulier en Australie, est beaucoup plus négative. C'est l'endroit où, en gros, vont les personnes âgées pour prendre leur retraite. Un endroit plutôt arriéré ou vu comme tel, en tout cas par les Australiens. Par les Australiens.
Donc je dirais que effectivement l'identité est propre et les avis que peuvent avoir les uns ou les autres sur ces différents États sont assez variés et pas toujours très, très positifs, même au sein de la communauté australienne. Et au niveau business, il y a des grandes différences. Alors, on citait tout à l'heure un certain nombre de possibilités en fonction des régions, justement. Et c'est vraiment à prendre en compte pour un chef d'entreprise qui voudrait s'installer sur place, dans ses choix. Je pense qu'il y a clairement des États qui sont plus positionnés que d'autres sur certains secteurs. Pour reparler du Queensland, le Queensland est très positionné sur le tourisme, sur l'agro-business. Le sud de l'Australie, notamment Melbourne, Adélaïde, est plus focalisé sur le secteur bancaire, le secteur tertiaire, ce genre d'industrie. Pour ce qui est du territoire du Nord et des grands espaces de l'Ouest australien, clairement, il y a beaucoup plus d'accent peut-être sur les ressources minières et ce genre de choses. Mais, Oui. Voilà, vous confirmez. Oui. Voilà. Vous repartirez ? Oui. Alors, juste pour introduire le sujet suivant, vous vouliez nous évoquer, avant de nous quitter, quelques notions d'interculturel et dimension et prudence. Je parlais à l'instant de la vision que peuvent avoir les Australiens de leur propre pays et des différents États. Je pense que l'image typique qu'ont les Français de l'Australie, c'est un pays de soleil, c'est un pays où on est tout le temps en vacances, où on ne travaille vraiment jamais finalement, où les vacances, dans le titre même du visa d'ailleurs, voilà. Les vacances, le travail sont mélangés, mais comme on l'a dit précédemment, c'est un pays finalement assez normal, où la vie professionnelle est semblable à celle qu'on peut trouver probablement en France, avec d'autres opportunités. Voilà. Non, vous voulez vous révolter sur le fait que quand on vous dit quand vous dites en France, j'ai bossé en Australie, t'étais en vacances pendant 2 ans. Absolument, voilà. Ça, je m'insurge contre cette vision de l'Australie, qui est un pays où on travaille. Oui, on travaille beaucoup même. Où on travaille beaucoup. 7 jours sur 7, où tout est ouvert en permanence. D'ailleurs, c'est vrai que chez nous, on a quand même l'aspect week-end là-bas. Qui n'existe pas. Ils l'ont pour certains, mais sinon il y a énormément de tout est ouvert le week-end. On ne parle pas du travail de la même façon non plus. Oui. On ne parle pas du travail de la même façon, on ne parle pas de l'argent de la même façon. Absolument. Le travail n'est pas perçu comme quelque chose que l'on doit faire en permanence, certes, mais qui doit être bien fait lorsqu'on y est. Voilà. François, merci de nous avoir accompagnés sur l'ensemble de cette première partie de l'émission. Et on va aller interroger Amélie Hérault, qui réside bien évidemment à Melbourne, sur les différences interculturelles. Donc une grande différence entre le monde du travail en Australie et le monde du travail en France, c'est que je trouve ici le contact avec la hiérarchie est beaucoup plus facile. Donc déjà du fait qu'il n'y ait pas de vouvoiement, tout le monde se tutoie, tout le monde s'appelle par son prénom. Et cela facilite l'échange avec ses supérieurs. Et aussi on est respecté non pas par la position dans la hiérarchie qu'on a, mais dans son investissement à son travail. Donc on peut être en bas de l'échelle et être vraiment respecté pour le travail qu'on fait, même si c'est le travail le plus simple de l'entreprise. Et aussi, il y a une grande mobilité dans le monde du travail, ce qui, à mon avis, favorise les conditions de travail. De retour sur le plateau et j'accueille Didouille. Bonjour. Bonjour. Bon, alors vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine et vu votre accent, c'est toujours un peu étonnant. Spécialisé bien évidemment sur les civilisations australiennes. Donc vous êtes né à Melbourne. Je suis né à Melbourne, mais je suis parisienne depuis 25 ans. Mais ma famille est de Melbourne, mes ancêtres sont de Melbourne, sont tous victoriens, donc voilà. Donc vous vivez depuis plus longtemps à Paris que notre ami Sébastien. C'est ça, oui. Maintenant, je suis almost French, on dit, presque française. Alors justement, sur ces différences interculturelles, on a ici un Français qui a vécu en Australie, on a une Australienne qui vit en France, donc on a vraiment cette différence. Comment vous qualifieriez les choses ? C'est intéressant ce que vient de dire Amélie, oui. Amélie, c'est le rapport à la hiérarchie à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que si on met sur une échelle l'Australie et la France, ils sont un peu au pôle opposé parce que en Australie, on a un rapport très cool par rapport à la hiérarchie, alors qu'en France,
la hiérarchie, c'est quand même important. Elle est plus pesante, oui. Et je pense que ça, c'est vrai pour l'entreprise, mais c'est vrai aussi pour la vie quotidienne. Bon, ça vient de l'histoire. Hein. Chaque pays est le résultat de son histoire. Hein. C'est un pays qui a une histoire très égalitaire. Hein. Enfin, la France aussi, mais il y a une espèce d'égalitarisme presque très poussé. Donc, on est un peu obligé d'être égalitaire. Il ne faut pas trop dépasser les autres. On s'appelle mate, on s'appelle mon pote. Il y a une culture très, très démocratique, en fait. Et ça vient de notre histoire, colonie pénale, pays des immigrés, des travailleurs. Enfin, c'est la classe ouvrière qui a immigré en Australie. Donc, c'est quand même un pays qui a une histoire démocratique très intéressante. Importante. Oui, Sébastien, justement, dans l'entreprise, comment vous avez senti ça ? C'est pas vraiment dans l'entreprise, c'est ou au quotidien. Au quotidien, quand on va à la banque, quand on va faire ses courses, effectivement, c'est friendly. Enfin, c'est vraiment c'est le côté sympa. On s'appelle par les prénoms. Comment ça va ? C'est vrai qu'en France, à la banque, on vous dit monsieur, madame. Enfin, c'est des formules de politesse. C'est beaucoup plus agréable. Ouais, puis c'est beaucoup plus agréable du coup en Australie. En Australie, c'est sûr. Tutoyer mon banquier, j'en rêve. Non, même pas. C'est pas forcément ce côté-là, mais ouais, c'est simple, quoi. C'est agréable, du coup, c'est agréable et tout le monde, on va dire, a cette faculté de sourire. Enfin, je trouve qu'ils ont, c'est très agréable. Peu importe, un caissier, le banquier qui vous accueille, etc. Toujours avec le sourire et cet aspect sympathique. Cool. Ouais, vraiment, et ça, c'est bien. Il y a quand même un problème qui a été évoqué par les étudiants étrangers en Australie. C'est on ne sait jamais si l'Australien il rigole ou il rigole pas. Et il y a un humour très laconique. Donc, je pense que si on ne vient pas là-bas, on peut être un peu perdu. Parce que les gens sont un peu ironiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Au début, oui, tout à fait. Mais après, on s'habitue. On s'habitue à cette référence. On s'immerge dans le. Il faut être assez prudent. Justement, on va aller interviewer Julien Lair, qui est un résident français à Melbourne, concernant le multiculturalisme. Ma première année à Melbourne, j'ai vécu à St Kilda, qui est un faubourg en bord de mer, avec la plage, avec les palmiers, avec des restaurants, des bars, etc. C'était très agréable. Mais au bout d'un an, j'ai pris la décision avec mon compagnon d'acheter un appartement en plein centre-ville. Il y a deux choses qui ont motivé ma décision. La première, c'était vraiment le désir d'être dans la vie urbaine. Maintenant, là où j'habite, sur Swanston Street, en plein cœur du CBD, à toutes les heures, il y a des gens qui passent. La deuxième raison, c'était d'être vraiment en phase avec le multiculturalisme de Melbourne. À St Kilda, il y a beaucoup de Français, mais c'était quand même très très blanc. Alors que maintenant, dans le centre-ville, je ne sais pas trop si je suis à Hong Kong, à Kuala Lumpur, à Melbourne, à San Francisco. J'ai vraiment le sentiment d'être dans une grande métropole asiatique. Oui, alors justement, Didouille, une réaction à l'intervention de notre ami Julien. Oui, donc Melbourne, c'est une ville très multiculturelle. On dit qu'il y a 140 pays représentés. Nationalités, oui. Voilà, il y a presque 50% de la ville qui parlent deux langues à la maison, hein, l'anglais et une autre langue. C'est un pays où, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'Européens du Sud, les Grecs, les Italiens. Il y a le quartier italien, Carlton, avec Lygon Street. On dit que Melbourne, c'est la troisième ville grecque, enfin, qui parle le grec. Le grec dans le monde. Donc, mais il y a aussi très grande immigration chinoise, indienne, beaucoup d'étudiants indiens. Oui, ça c'est aussi, c'est pas par un hasard, ça vient aussi d'une politique de multiculturalisme des années 70 avec le gouvernement Whitlam qui voulait en fait se casser avec le passé très blanc, l'Australie blanche pendant la première moitié du XXe siècle. Il y avait une politique d'immigration sélective. On a en fait totalement retourné la politique et les années 70, c'était une idée de reconnaître à la culture d'origine des gens qui venaient, de donner du soutien bilingue. Enfin, c'était un peu
utopienne, hein, mais il y avait l'idée du multiculturalisme, c'était l'idée la plus excitante des années 80, 70, 80. Tout le monde doit vivre ensemble et respecter tout le monde. C'est une réalité, c'est une ville cosmopolite. Mais toutes les villes d'Australie aussi. Enfin, oui, toutes alors les grandes justement, villes, à Perth, on ressent ce genre de choses. C'est un peu différent. Non, maintenant, oui, c'est un petit peu pareil. Enfin, c'est vrai que Melbourne, c'est vraiment spécifique. Et en l'occurrence, par rapport aux Grecs, je crois qu'après Athènes, c'est là où il y a le plus grand nombre de Grecs. C'est à Melbourne, dans le monde. Mais oui, Perth, beaucoup de... on va dire d'asiatiques, malaisiens, surtout malaisiens et Chine qui viennent s'installer. Qui viennent s'installer. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose simplement une petite page de pub et je vous remercie de vos interventions, mon cher ami. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau de TV5 Monde, les 24 heures chrono de l'international en direct pour Melbourne. Alors j'accueille sur le plateau Rémi Lefebvre. Rémi, bonjour. Bonjour. Donc vous arrivez de Melbourne il y a 4 jours, donc vous avez vécu fort longtemps là-bas. Racontez-nous un petit peu. Alors j'ai été en Australie pendant 6 ans, 7 ans. Et donc j'ai travaillé comme géomètre dans le nord de l'Australie pendant 3 ans. Et les 4 dernières années, j'ai été à Melbourne, toujours comme géomètre, donc dans le développement foncier. Et, voilà. Un point particulier à rajouter par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'approche des visas, les choses, l'interculturel, tout ce qu'on a abordé? Non, je pense que vous avez bien fait le tour. Bien fait le tour, ouais. Bon, les visas 457, c'est assez difficile aussi à obtenir parce qu'il y a le sponsorship, ce genre de choses. Mais bon, ouais, cette phase visa, elle est quand même assez difficile jusqu'à l'obtention après du... Mais moi, j'aurais juste une question, parce que tout le monde dit on a tous envie de partir. Pourquoi vous êtes revenu? Parce que j'ai une petite fille. C'est pas une mauvaise idée. Donc je pense que ce que la France peut donner en termes de valeur, c'est quand même important. Et ce que je vois quand je me dis qu'il faut que je lui donne cette possibilité de voir et de comprendre la France, pour peut-être un jour aussi partir comme moi, mais en tout cas avoir cette base française, je pense qu'elle est plus importante qu'avoir une base australienne. D'accord, très bien. Alors revenons sur la vie sur place, en termes de logement, comment ça s'est passé pour vous, comment ça se passe? Alors en termes de logement, moi quand je suis arrivé en fait à Melbourne, j'avais pas grand-chose, j'ai dû louer un appartement et c'était un peu genre backpacker en fait, comme les Working Holiday Visa. Et petit à petit, je me suis installé. Ça coûte quand même assez cher sur place. Hein. On peut trouver des chambres, mais ça doit être dans les 100 € par semaine, mais c'est un minimum. Et vous avez une petite place pour rester. Et donc, il y a beaucoup de gens, je vous vois réagir au coût. Oui, non, mais c'est un pays qui est maintenant très cher avec le succès économique qui était évoqué par Voilà, tout simplement, il y a du monde qui arrive. Oui, tout à fait, le succès des visas, le succès économique. Donc il y a beaucoup de gens et ça crée, on a l'impression que ça crée une petite bulle immobilière avec des prix qui explosent et qui continuent à monter. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Et dans un deuxième temps, vous avez acheté sur place? Alors après, on a acheté, on s'est installé avec ma femme et on a acheté une maison. Alors c'est quand même assez cher, hein. Le prix moyen à Melbourne, c'est dans les 650 000 $. Donc on a acheté quelque chose dans ces eaux-là.
et travailler beaucoup pour essayer de le repayer. C'est un vieux classique. Mais... Oui, mais ça, c'est dans tous les pays. Hein. C'est dans tous les pays, ça ne change pas. Donc, un immobilier dynamique, enfin, dynamique dans les prix. Oui, dynamique dans les prix. Ben moi, en tant que géomètre, on voit la construction, on voit comment ça se développe. C'est une ville qui grossit énormément, qui crée des quartiers entiers à la périphérie de la ville, où il y a de plus en plus de gens, les nouveaux immigrants qui arrivent en périphérie. Et, donc, c'est une ville en plein développement. C'est une ville en plein développement. Dites oui. Et oui, et les gens, ils parlent beaucoup de l'immobilier, non? C'est un sujet de conversation. En France, on parle de la politique. Là-bas, on parle beaucoup d'immobilier. Maisons, immobilier, voilà. Alors, on va passer sur un thème un peu parallèle de vie quotidienne sur la partie santé. Et on va aller revoir Amélie Hérault concernant la sécurité sociale. Donc, je me trouve à l'hôpital des enfants pour vous répondre à la question sur les soins. Donc, les soins en Australie sont très bons, mais sont très chers. Nous avons accès à la sécurité sociale étant résident permanent et nous payons une mutuelle de 2 500 € par an. Mais autant les mutuelles que la sécurité sociale ne remboursent pas les frais d'optique, pas les frais dentaires, ne remboursent pas les médicaments. Et pour voir un spécialiste, c'est soit dans le privé et il faut payer de sa poche, ou soit dans les hôpitaux, mais les délais d'attente sont très très longs. Donc quand on n'a pas d'argent, l'accès aux soins est très compliqué. Mais les hôpitaux sont très modernes et très bien équipés. Comme ici à l'hôpital des enfants, il y a un aquarium, un cinéma. Et donc le bien-être est aussi pris en compte. Et ça, c'est très bien. De retour sur le plateau, alors justement le système de santé, comment ça s'est passé pour vous? Alors vous avez une petite fille, donc on a toujours des rapports avec la santé dans ces cas-là. Ouais. Une fois qu'on a obtenu le visa de résidence permanente, on a accès à Medicare, donc ça vous ouvre en fait le système de santé australien. Donc ma petite fille, en fait elle est australienne, elle est née là-bas, résident permanent, donc elle est devenue australienne, elle avait aussi accès à Medicare. Je pense que c'est quand même un système qui est pas trop mal, qui est pas aussi bien que le système français. Je pense qu'il y a pas de système qui sont peut-être mieux que ça, mais qui vous donne quand même les consultations chez le docteur sont gratuites. C'est vrai qu'ils remboursent pas les frais certains frais comme les médicaments, ce genre de choses, mais c'est quand même un système qui doit être l'un des meilleurs si on regarde dans le système mondial en fait. Oui, dites oui. Oui, c'est ça. C'est pas les États-Unis. Non, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France non plus. C'est pas la France, non. Donc ça, c'est le système de remboursement, mais sur le niveau médical, hôpitaux, tout ça, ça se passe bien, pas de problème. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'était quand même des bons niveaux. C'était des bons niveaux. Il y a beaucoup de gens, de docteurs qui sont indiens ou chinois. Ça fait partie des métiers qui sont sur la liste noire, donc. Mais un niveau assez compétent. Alors pour continuer sur la notion de vie quotidienne sur place, la scolarité sur le système scolaire. Alors vous qui avez une vision peut-être plus australienne, on va commencer par vous, Didoui. Comment ça se passe la scolarité sur place? Comment il y a un système un peu différent du privé et du public? Oui, enfin chaque État a son système, donc chaque État il y a quand même des différences régionales, mais en général, il y a c'est pas 3 étapes. Il y a école primaire et école secondaire. Je pense que c'est en train de changer un peu. Il y a école primaire, secondaire. Bon, on a des très bonnes écoles publiques en Australie, mais c'est vrai que c'est un peu comme l'Angleterre où on voit les écoles privées un peu privilégiées avec le résultat d'entrée universitaire. On voit des gens qui sont prêts à dépenser pas mal d'argent pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Puis les écoles sont souvent religieuses, avec oui, il y a une histoire des différentes communautés religieuses. Religieuses, pas vraiment religieuses, mais voilà, catholiques, protestants. Il y a des écoles musulmanes, des écoles juives, etc. Donc, je pense que c'est un peu dommage, à mon avis, qu'il y a un peu surreprésentation des gens qui sortent des écoles privées dans les
dans les c'est un coût meilleurs. important. C'est un coût important. C'est un coût important. Votre fille on porte les uniformes aussi. Oui. Pour les Français, je sais que ça, oui, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Ma petite fille était à la crèche et donc ça représentait quand même un coût. On était couvert à moitié, donc on avait la moitié de l'argent qui... ça dépend de vos revenus en fait, donc il y a différentes... et donc on était quand même couvert un petit peu par le gouvernement, mais on devait payer quand même dans les 20 000 $ australiens par an pour oui, la ce qui est quand même une somme très importante. Ça fait une somme très importante, oui. On se retrouve juste après une petite page de pub. De retour sur le plateau de TV5 Monde, les 24 heures chrono de l'International pour une dernière intervention concernant Melbourne. Alors, il y a une fameuse phrase qui circule, la ville la plus agréable du monde. Alors, je crois que sur le plateau, tout le monde n'est pas d'accord. Non, je pense que c'est une ville très agréable, elle est très belle. Il y a un niveau de sécurité, parce que quand ils disent la ville la plus agréable du monde, ça prend en compte des critères de sécurité, de scolarisation, de ce genre de choses. Donc c'est global. Oui, c'est assez global, donc c'est une note globale en fait. Donc si on prend le climat, si on ajoute la sécurité, c'est la propreté de la ville, la beauté esthétique, parce qu'il y a quand même une certaine beauté esthétique dans ces immeubles et ces vieilles constructions, ça fait une ville très agréable. Très agréable. Oui. Oui, alors vous êtes pas tout à fait d'accord, Didouille. Non, si. Non, mais j'étais un peu surprise quand j'ai vu que The Economist a élu Melbourne, parce qu'on s'attend plutôt à une ville européenne. Mais non, mais je pense que mes amis de Brisbane veulent partir à Melbourne. Tout le monde veut partir à Melbourne. Mon fils, il veut vivre à Melbourne. Sa copine, elle veut... Je pense qu'il y a aussi... Il se passe quelque chose quand même. Il se passe quelque chose. Il y a un côté hipster. Il y a des cafés... très cool. Enfin, c'est une ville culturelle aussi. C'est le théâtre, la musique. C'est une ville plus, on va dire, un peu plus intello que d'autres villes australiennes. On l'a qualifiée tout à l'heure la plus européenne, donc oui. C'est quelque chose qui nous convient peut-être mieux. C'est peut-être ça. C'est plus en phase. Mon père, il connaissait le Melbourne des années 50. C'était une ville intellectuelle. Hein. Donc, c'est pas l'image de soleil, voilà. Mais il y a aussi la plage. Voilà. Alors, je vous remercie de votre participation à cette émission au pays des kangourous, bien évidemment. Et je vous souhaite un bon retour sur place, peut-être rapidement ou moins, je ne sais pas. Et puis nous, pour notre part, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour Yuan, pour la 15e ville des 24 heures chrono de l'International. À tout de suite.